Bonjour, aujourd'hui mon équipe et moi allons vous parler des enjeux légaux et éthiques relatifs à la fixation de prix. Ce travail est présenté par Juan Sébastien, Claude Mougoui et Anas Zaran. On va commencer en vous en vous faisant une brève introduction. Ensuite, on va vous parler de quelques pratiques trompeuses en matière de prix. Par la suite, on va vous parler de différents types de pratiques et pour finir, on va inclure quelques cas d'actualité. Donc, pour commencer, qu'est-ce que le prix? Le prix le prix, en fait, en gros, est la somme des efforts que le client est prêt à fournir pour pouvoir se procurer un produit ou un service en magasin. Et le prix est un élément assez complexe. Pourquoi? Parce que ça demande énormément de stratégie à l'entreprise pour pouvoir établir un prix qui va non seulement bénéficier à l'entreprise, mais aussi va être avantageuse au client. Le prix aussi est un élément assez important. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est le seul élément qui génère du revenu à l'entreprise, mais aussi c'est l'élément principal sur lequel le consommateur se base pour pouvoir évaluer un produit ou un service. Donc, on va vous parler des pratiques trompeuses en matière de prix. Il y en a trois principales. La première, c'est le prix de référence trompeur. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un prix de référence? Le prix de référence est le montant étalon avec laquelle un consommateur peut comparer le prix de vente d'un produit ou d'un service en magasin ou en ligne. Donc, lorsque l'entreprise fait sa publicité, si le prix de référence est authentique, la publicité est dite informative. Par contre, si le prix de référence est trompeur ou bien est gonflé ou fictif, on va dire que cette publicité est mensongère. Malheureusement, cette pratique évidemment est illégale, mais malheureusement, beaucoup d'entreprises utilisent ce stratagème afin de pouvoir attirer le maximum de clients et faire aussi croire aux consommateurs qu'ils font une excellente affaire. Comme exemple, on a le cas de l'entreprise Germain Larivière qui pendant 8 mois a vendu un ensemble de cuisines en magasin en solde. Le prix régulier était de 2 920 $ et le prix en solde était de 2 300 $ approximativement. Évidemment, lorsque le consommateur achetait cet ensemble de cuisines, le consommateur avait l'impression d'avoir fait une excellente affaire. Pourquoi? Parce elle avait une réduction de environ 700 $. Malheureusement, après des enquêtes, on a découvert qu'en fait, l'ensemble de cuisines n'a jamais été vendu au prix régulier. Donc, l'entreprise a fait croire que le prix régulier était le prix en solde. Pourtant, le prix régulier était vraiment 2 300 $. Donc, le consommateur n'avait eu aucun rabais. Lorsque Lorsque ça a été découvert, Germain Larivière était passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars. C'était énorme. Pourquoi? Parce que évidemment, c'est illégal. La deuxième pratique trompeuse est la fixation d'un prix à perte. En fait, pour être légal, l'entreprise doit fixer ses prix de vente au minimum. Le prix de vente fixé doit être minimum égal au prix coûtant. Donc, ça doit être minimal égal au prix que ça lui a coûté pour obtenir la marchandise. Et la fixation à prix à perte, c'est quand l'entreprise fait passer le prix de vente à un montant inférieur au prix coûtant. Donc, l'entreprise se trouve évidemment en perte. Ce que l'entreprise va faire, c'est que pendant une certaine période de temps, l'entreprise va fixer un prix de vente qui est inférieur au prix que ça lui a coûté pour obtenir la marchandise. Et l'objectif de cela est de maximiser la clientèle, attirer au maximum la clientèle et évidemment être compétitif sur le marché. Malheureusement, c'est une pratique totalement illégale. Comme exemple, on n'en a pas vraiment trouvé, mais je vais vous parler d'un cas Costco. Tout le monde connaît Costco. Qui est une entreprise de vente d'essence. La Régie de l'énergie a fixé le prix minimum des frais d'exploitation de 3,5 $ sous le litre. Donc, toute entreprise qui vend de l'essence doit ajouter à son prix de vente un prix minimum de 3,5 $ sous le litre. Et Costco, qui vend l'essence à des prix extrêmement bas, prétend que ses coûts pour les frais d'exploitation est de 2 $ sous le litre. Donc, elle peut se permettre de pouvoir vendre l'essence à des coûts extrêmement bas, ce que d'autres concurrents ne peuvent malheureusement pas le faire. Cet exemple, malgré nos recherches, on n'a pas vraiment trouvé d'exemple concret pour la fixation des prix, mais cet exemple montre clairement que il y a toujours un prix minimum qui
pour combler les frais d'exploitation. Et si tu vas en dessous de ce prix minimum-là, tu es considéré comme illégal. Dans le cas de l'essence, le prix minimum est de 3,5 sous le litre. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Gouin Sébastien qui va continuer avec un autre cas de pratique trompeuse en matière de prix. Merci beaucoup. Donc, merci Waldi pour ton introduction. Et moi, je vais vous expliquer, je vais vous parler de ce qu'est la pratique de la publicité leurre. Et cette pratique est connue aussi sous le nom de l'effet d'attraction. C'est une pratique pas mal trompeuse qui consiste à créer une distorsion cognitive afin d'influencer les choix d'un client. Et en d'autres termes, c'est une technique de persuasion qui consiste à tromper le cerveau du client pour l'orienter vers un choix spécifique et le pousser à acheter un produit ou un service précis. Et comment ça fonctionne cette technique-ci? En d'autres mots, c'est une technique qui consiste souvent à ajouter une troisième option qui va servir de repoussoir parmi 12 offres qui sont déjà mises en place. Et une première est normalement Donc, avec un prix merci abordable et Waldi une deuxième pour avec un prix supérieur. Ceci va créer une distance psychologique entre la valeur perçue des deux produits offerts. Pour pousser les clients à acquérir l'offre la plus dispendieuse, on introduit entre les deux offres un troisième produit qui va servir à augmenter significativement la valeur perçue de l'offre principale. Et l'offre principale est toujours la plus chère normalement. Donc, par exemple, nous on a pris le cas de l'entreprise de marketing montréalaise AdCenter, qu'à l'actualité elle a dû cesser toutes ses activités suite à des accusations d'arnaque et fraude. Cette entreprise, sur le prétexte d'offrir gratuitement des produits streaming comme le visionnement des films ou des événements sportifs, ces dernières créaient des sites web qui envoyaient les consommateurs vers des sites de streaming ou de diffusion en continu où en réalité les consommateurs se faisaient demander leur information bancaire. Il n'y avait rien de gratuit là-dedans. Et au bout de la ligne, ces sites ne contenaient pas le contenu promis et en plus de cela, les clients n'avaient accès qu'à des films de série B. Puis les films de série B, ce sont les mêmes films qui sont dans les catalogues de films gratuits. Euh, sur leur publicité, AdCenter utilisait les dernières tendances pour leurs clients qu'ils souhaitaient viser. Et grâce à leur publicité, AdCenter faisait croire aux internautes qu'ils pouvaient visionner les nouveaux films à l'affiche au cinéma tout en s'inscrivant pour un essai dit gratuit. Un essai gratuit qui souvent requiert les informations bancaires des consommateurs. Et ici, le produit leurre, c'est la possibilité de visionner les derniers films ou les matchs sportifs de façon gratuite, alors que ce n'était en aucun cas gratuit. Et, en conclusion, les abonnés ont dû payer un abonnement plus cher par les mêmes services gratuits et de la même qualité. Donc, ils ont payé pour rien, littéralement. Et, ensuite, une autre technique de fixation des prix avec un regard plus éthique et nullement légal est la collusion. Cette technique consiste tout simplement à arriver à une entente avec un concurrent pour fixer un prix d'un produit ou d'un service. Il existe la collusion horizontale et la collusion verticale. Et la collusion horizontale, c'est une collaboration entre deux entreprises produisant et vendant des biens concurrents avant de fixer les prix d'un bien. Et la fixation d'un prix vertical vise, ou en fait, c'est de s'arranger avec des divers acteurs dans le même réseau de distribution, par exemple les grossistes et les détaillants. Et on n'a pas pu trouver un cas d'actualité en lien avec la collusion. Donc on a opté pour vous exposer les cas du manuel de Mars et Nestlé. Et ces deux concurrents-là se sont arrangés avec des grossistes indépendants afin d'augmenter les prix de leur chocolat. Dans ces cas précis, le Bureau de la concurrence du Canada a sanctionné les deux entreprises ainsi que les grossistes Edwall avec qui on fait cet arrangement et pour des actions déloyales. Cependant, ces entreprises ont toutes nié les allégations de fixation des prix. Et cette histoire est finie par le fait que les entreprises ont accepté de verser 23,2 millions de dollars de façon comme une amende pour ce qu'ils ont fait parce que c'est pas légal.
Et ça va conclure ma partie. Maintenant, je vais laisser la parole à Anas. Donc, je tiens à remercier mes deux collègues, Juan et Valdi, d'avoir couvert le début du chapitre 11. Donc, de mon côté, je vais traiter deux points. Le premier point qui est les prix prédatoires et le deuxième point qui est la discrimination par prix. Donc, dans chacun des deux cas, je vais donner une compagnie qui a utilisé l'un des deux cas, puis qui a été sanctionnée par l'État d'avoir utilisé ces techniques, qu'on va dire, c'est de la triche. Donc, premièrement, je vais parler des prix prédateurs ou ce qu'on appelle aussi les prix d'éviction. Ce sont le fait d'une entreprise qui pratique des prix de vente très bas en vue de protéger, donc prendre une situation défensive pour garder sa part de marché ou d'étendre, ça veut dire atteindre le plus de clientèle possible, plus de segments, agrandir sa clientèle. C'est ce qui peut être prendre une situation offensive dans le marché au détriment de concurrents potentiels ou de concurrents existants déjà dans le marché. Donc un prix prédateur aussi signifie un prix de vente très bas, donc susceptible d'empêcher toute concurrence possible. Donc ça va décourager tous les concurrents de soit se lancer dans le domaine ou de rester dans le domaine tant que tel. Donc dans mon cas, j'ai pu trouver la compagnie britannique GlaxoSmithKline. Donc c'est une compagnie d'origine britannique, mais dont la filiale en France a été sanctionnée entre les années 1999 et 2000 à une amende de 10 millions d'euros. Donc c'est une somme énorme qui peut refléter pourquoi c'est important genre sa stratégie était vraiment fructueuse pour elle. Donc c'est une compagnie qui utilisait le Zinat injectable, c'est un antibiotique utilisé avant dans les opérations chirurgicales. Donc la compagnie avait contrôlé 45 marchés hospitaliers, ce qui a poussé ses concurrents, principalement Flavlab, à totalement arrêter ses activités pharmaceutiques et aussi ils ont pu décourager Gegam et Panpharma de ne plus rentrer dans la concurrence, de produire de tels produits ou de tels antibiotiques. Donc pour la récupération des pertes et pour compenser la baisse des prix qui ont utilisé, ils ont augmenté leur prix sur une fourchette de 2 ans. Donc durant 2 ans, la compagnie a augmenté graduellement ses prix de vente et c'est une technique fructueuse qui lui a permis de vraiment reprendre toutes les pertes qu'elles avaient subies et avoir du bénéfice en plus. Et en plus de ça, garder sa dominance dans le marché et en gardant ses concurrents lourds. Donc le deuxième point que je vais aborder, c'est la discrimination tarifaire ou ce qu'on appelle aussi la discrimination par prix. C'est le fait de vendre un même produit, même service à des prix différents qui peuvent être chers, moins chers, à plusieurs types de consommateurs, voire tranches d'âge, sexe et tout ce qui va avec. Donc cette pratique est mise en œuvre sans prendre aucune considération de coûts de production ou de coûts, les coûts mis à disponible par les compagnies. Puis ça ne suffit pas pour justifier cette différence de prix, mais les compagnies utilisent de nos jours encore cette technique qui est vraiment rentable. Des deux points que le consommateur peut utiliser, puis que les compagnies aussi favorisent pour garder tout ce qui est concurrence, prise de marché et les segments cibles.
Donc, la première compagnie à avoir utilisé ce modèle-là, c'est Pacific Southwest Airlines. C'est une compagnie qui a utilisé, dans le fond, cette technique-là dans le domaine aérien, qui a été suivie après par EasyJet. C'est une compagnie très connue en Europe, qui est connue pour ses vols pas chers, ses vols vraiment friendly, genre c'est vraiment pas cher. Donc il y a aussi AirAsia, donc c'est une compagnie en Asie, pionnière aussi de tout ce qui est bas prix et tout ça. Donc ils ont tous expliqué leur stratagème de tarification et donc ces compagnies aériennes, elles utilisent tous le même principe. Tarification intertemporelle, c'est acheter plus tôt, c'est la clé. Faut acheter les billets vraiment plus tôt, comme ça ils garantissent leur vente, ils ajoutent toutes les ventes dans leur bilan comptable et tout ça. Donc ils vont faire leurs chiffres. Plus tu achètes tes billets plus tôt, plus c'est moins cher. Celle-ci c'est une forme de discrimination. Ils utilisent aussi la